Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. Les titres. La phase écrite du baccalauréat 2022 prend fin cet après-midi pour certains candidats. Cet examen qui ouvre les portes des études supérieures obsède nombre d'acteurs, surtout les parents qui font feu de tout bois pour voir leur progéniture réussir, quitte à faire recours à des talismans de protection. Le baccalauréat serait-il un examen mythique? Élément de réponse dans ce journal. Eustache Kotigan, président élu du Conseil national du patronat CNP Bénin, a été installé ce mardi à Cotonou. C'était à la faveur d'une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs membres du gouvernement. En prélude à la tenue demain de la 6e rencontre Afrique-Europe des huissiers de justice, le président de l'Union internationale des huissiers de justice a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle. La rencontre a porté sur les défis de la profession d'huissier de justice à l'ère de la digitalisation. Voilà pour le sommet. Merci de nous recevoir. Les épreuves écrites du baccalauréat prennent fin ce mercredi pour certaines séries. Il s'agit de l'examen phare du système éducatif qui fait pleurer beaucoup plus les candidats qui échouent. D'autres dépriment complètement avec des intentions suicidaires. Pour maximiser les chances de leurs enfants, certains parents sollicitent même l'aide des tradithérapeutes. Qu'est-ce qui peut expliquer cette fixation sur cet examen? Le baccalauréat, un examen mythique, élément de réponse dans ce reportage réalisé par Mathieu Bocor et Bonaventure Aloyon. Youssouf est candidat à l'examen du baccalauréat session de juin 2022. Il a un rêve. Décrocher son diplôme avec succès. C'est un diplôme que je dois avoir pour poursuivre mes études dans les filets que je veux entreprendre. À nos jours, c'est vraiment fondamental, très important même. À notre génération, le diplôme importe vraiment beaucoup. Tout comme lui, Marlène ambitionne aussi relever ce défi. Si je prends ça, je peux partir à l'université pour aller dans les entreprises, pour travailler. Selon moi, c'est nécessaire. Ils sont des milliers de candidats chaque année à prendre part à cet examen. Aujourd'hui, avoir son bac est comme un rituel, synonyme de passage dans le monde adulte. Jeanne tente pour la deuxième fois sa chance. Elle se rappelle, comme si c'était hier, de son échec. C'est pas la joie, hein. C'est pas la joie. Parce que la première fois, tu te dis, bon, on ne sait pas qu'on va échouer, on ne sait pas. Mais tu te donnes. Mais bon, tu te rends compte que c'est juste une petite partie qui te manquait et puis tu échoues. Donc la seconde fois, on se donne, mais on se dit est-ce que ça va aller? Est-ce qu'on se pose tant de questions? Mais par la grâce de Dieu, ça ira. Un coup dur pour Jeanne qui a failli de justesse abandonner les études. J'ai pensé à beaucoup de choses, hein. J'avais même refusé de continuer. Donc ils m'ont encouragé à continuer parce que moi-même j'ai réalisé que sans le bac, vraiment, je ne vais pas me sentir à l'aise, parce que j'ai déjà franchi des étapes et puis venir là maintenant et abandonner, non. Donc j'ai décidé de continuer. Elle décide donc de continuer en tentant pour la deuxième fois sa chance. Elle reste convaincue, comme beaucoup d'autres candidats rencontrés, que le baccalauréat, appelé simplement bac, est un diplôme phare du système éducatif, au point que parents, proches s'y impliquent, quel que soit le prix à payer. C'est après le bac que tout le monde, tu sauras ce que tu veux faire dans ta vie, ça va t'orienter vers là où tu veux. Donc, raison pour laquelle tout le monde court aujourd'hui derrière le bac. Si je n'ai pas ça, oh là là, si je n'ai pas ça, oh là là. Donc, on nous sollicite pour la protection, non pas pour faire de la magie. Et les protections n'empêchent pas les élèves de ne pas apprendre leurs leçons. Il faudrait qu'ils apprennent leurs leçons pour pouvoir réussir, parce qu'il n'y a pas de la magie dans la protection. On a des trucs qu'on appelle aide-mémoire. Je vous donne l'exemple des aides-mémoire qu'on fait aux enfants, aux élèves. Mais quand tu n'as rien appris,
et le mémoire est vide. Mais ça va aider le mémoire comment? On dit aide-mémoire. Donc il faudrait qu'il y ait quelque chose dans le mémoire d'abord. Avant que ce qu'on te fait aide ton mémoire à rappeler ce que tu as appris, ou bien à rappeler ce que on t'a enseigné. C'est ça. En effet, la principale particularité du baccalauréat est qu'il sanctionne la fin des études dites secondaires et qu'il ouvre aux candidats l'accès aux différentes filières de l'enseignement supérieur. L'obtenir est donc un privilège, parfois une question de vie ou de mort, mais une question: à quoi sert le bac réellement au-delà de l'accès aux différentes filières de l'enseignement supérieur? Le bac, c'est un diplôme, c'est vrai, qui permet l'ouverture vers l'université, vers d'autres chemins. Mais sans le bac, on peut aussi faire beaucoup de choses et réussir sa vie. Et donc, je conseille à ces apprenants-là que l'échec, on dit souvent, celui qui n'échoue pas, ne peut pas, et qui se relève là, c'est lui qui réussit mieux. Et donc, l'échec, c'est une expérience qui doit donner un déclic dans la tête de l'apprenant pour qu'il puisse comprendre que la vie là ne se limite pas seulement à l'obtention du bac, mais la vie là, c'est toute une étape. Et même ceux qui ont le bac doivent traverser donc ces étapes-là pour pouvoir réellement réussir leur vie. Pour renchérir, ce formateur chef d'entreprise marque-t-elle que ce qui est fondamental est l'après-bac. La voie, c'est une très bonne chose. Ça vous permet d'asseoir tout le reste du système. Tu as le bac, tu peux devenir bon couturier. Tu as le bac, tu peux devenir bon soudeur. Tu as le bac, tu peux devenir bon technicien audiovisuel. Tu as le bac, tu peux devenir un grand journaliste. Tu peux. Avec le bac, c'est une très bonne fondation pour aller le plus loin possible. Et même si ça ne vient pas, ce n'est pas grave. Mon cher frère, si tu n'as pas le bac, ce n'est pas grave. Tu peux réussir dans ta vie. Et dans la vie, il n'y a même pas d'échec. Il n'y a que des leçons. Et aujourd'hui, nous avons la chance qu'il y a des métiers qui foisonnent l'horizon. Toutes sortes de métiers qui puissent permettre à un homme de s'insérer dans la vie, de vivre sa vie pour ne pas finir mendiant. Le président du Conseil national du patronat du Bénin, élu le 25 mai dernier, a officiellement été installé dans ses fonctions. Eustache Cotigon a prêté serment à la faveur d'une cérémonie qui a lieu ce 21 juin à Cotonou en présence des membres du gouvernement et des représentants de plusieurs associations patronales de la sous-région. Modeste Dossou-Togwe et Paul Esther Saoussi pour le point. Élu le 25 mai dernier, conformément aux dispositions des nouveaux textes régissant l'organisation patronale, le président du Conseil national du patronat du Bénin a officiellement été investi dans ses fonctions. C'est à la faveur d'une cérémonie qui a réuni des patronats des pays voisins, tels que la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, la FOPAO, et l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, UNOC. Dans sa prestation de serment, le président du CNP Bénin a décliné les défis que son bureau et lui entendent relever durant les 5 prochaines années. Premièrement, un secteur privé organisé autour d'un développement durable. Ma deuxième priorité est d'imaginer et d'appliquer la conversion du dialogue social en dialogue économique et social. Et ma troisième priorité consiste à renforcer le rôle du secteur privé dans le développement économique et social de notre pays. Il s'agira de contribuer avec la présence du secteur privé à toutes les étapes des réformes et des tests législatifs et réglementaires en vue de maintenir l'amélioration de l'environnement des affaires au Bénin. La FOPAO et l'UNOC, présentes à cette cérémonie, ont par la voix de leurs représentants respectifs félicité le gouvernement béninois pour l'intérêt qu'il accorde au secteur privé. C'est un grand honneur pour moi de me trouver parmi vous aujourd'hui pour participer à la cérémonie officielle d'installation du président du CNP Bénin et de son comité exécutif. Monsieur le ministre, vous voudrez bien transmettre notre déférente gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour toute l'attention qu'il accorde au secteur privé du Bénin.
il revient aux élites intellectuelles de former non pas des têtes pleines, mais des têtes bien faites, en l'occurrence des ressources humaines conscientes de leur mission historique, à savoir faire de chaque pays africain une nation industrialisée, en somme une puissance économique. Le gouvernement qui compte sur le secteur privé national pour la mise en œuvre de son PAG2 a saisi l'occasion pour réitérer son engagement à soutenir l'association patronale. Une réélection à l'unanimité revêt deux messages clairs à mes yeux. Le premier est celui de la reconnaissance par vos pairs du travail déjà fait et bien accompli. Et le deuxième, qui a trait au caractère unanime de votre élection, tient au fait que la vision que vous portez pour le patronat fait consensus parmi les chefs d'entreprise. Je voudrais à travers vous adresser à l'ensemble du secteur privé 3 messages. Message 1, le soutien indéfectible du gouvernement au secteur privé. Le deuxième message, nous vous voulons à nos côtés comme une force de proposition. Le dernier message, nous voulons voir le secteur privé national participer activement au programme d'action du gouvernement. Créée en 1984, l'Organisation nationale des employeurs du Bénin, devenue Conseil national du patronat du Bénin, contribue aujourd'hui aux recettes de l'État béninois à plus de 350 milliards de francs CFA. Elle a pour vision de faire du patronat béninois un instrument de dialogue, de mobilisation des opérateurs économiques et des défenses de leurs intérêts en vue de promouvoir une économie nationale prospère et compétitive. Cette édition se poursuit. Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djokbenou, a reçu en audience ce mardi 21 juin 2022 le président de l'Union internationale des huissiers de justice. Mark Smith est au Bénin dans le cadre des 6e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice qui s'ouvre ce jeudi 23 juin à Cotonou. Suivez pour plus de détails. La visite de Mark Smith avait pour but d'échanger avec le président de la Cour constitutionnelle sur le contenu du thème qui va réunir jeudi prochain les huissiers d'Afrique et d'Europe, l'huissier de justice à l'ère de la digitalisation. C'est sous ce sceau qu'est placé les assises. Le président de l'Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires est donc allé discuter, entre autres, de l'avenir de la profession à l'ère de la digitalisation et par là même prendre les conseils du président Djokbenou pour la redéfinition de cette profession. À sa sortie d'audience, le président de l'UIHJ s'est dit satisfait des échanges qu'il a eus avec le président de la Cour constitutionnelle. L'Union internationale des huissiers de justice est très contente du soutien que nous avons obtenu de Monsieur le Président pour l'organisation des 6e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice. La Chambre nationale des huissiers de justice du Bénin est une organisation membre de notre Union internationale depuis 1997 maintenant. Et je suis particulièrement content que notre événement ait lieu ici à Cotonou en 2022. Selon Mark Schmidt, le thème retenu pour cette 6e rencontre a retenu l'attention du président de la Cour. Monsieur le Président partage tout à fait l'avis de l'Union internationale quand il s'agit de la digitalisation de la justice et quand il s'agit de la digitalisation des procédures d'exécution, qui est d'ailleurs donc le thème de notre congrès qui a lieu ici à Cotonou. Il faut évidemment garder et respecter l'aspect humain de l'huissier de justice qui joue un rôle capital dans le cadre de l'exécution des décisions de justice, parce que c'est justement par cet aspect humain que nous pouvons garder le contact avec le justiciable. Et je tiens à remercier beaucoup Monsieur le Président pour son soutien. Rappelons que cette audience a eu lieu en présence du président du bureau de la Chambre nationale des huissiers de justice du Bénin, Maître Charles Corvi. À travers un arrêté interministériel en date du 17 juin dernier, le gouvernement a plafonné de nouveau le prix de cession du ciment aux consommateurs. Dans les départements de l'Atlantique et du littoral, la tonne doit être cédée à 75 000 francs CFA, 77 000 et 114 000 francs dans le mono et l'ouémé. Ces nouveaux prix sont-ils respectés par les distributeurs? Voici le constat de la rédaction.
Afin de soulager les peines des Béninois, le gouvernement a, depuis le 17 juin 2022, procédé à la fixation du prix de la tonne de ciment par département. Dans l'Atlantique, par exemple, la tonne est fixée à 75 000 francs CFA. La décision est respectée ici à la lettre dans ce point de vente, un constat qui réjouit à plus d'un titre ses clients rencontrés. Bon, je suis venu acheter un paquet de ciment. Avant, ça se vendait à 4 000, même à PK10, c'est à 4 000. Mais ici, je suis venu, c'est à 3 850. Je vois que le prix a un peu baissé. Bon, j'ai apprécié. Je vois, ils ne sont pas au-dessus de la loi, mais ils sont au-dessous. Le temps, j'ai demandé, ils ont dit c'est à 75 000 francs. Mais ailleurs, ce n'est pas comme ça. 75 000, on est d'accord. Si ça peut venir encore un peu plus moins qu'avant, parce qu'avant, c'était 72 000, 70 000. Bon, ailleurs, c'est à 80 000 le tonne. Il y a des magasins, ils augmentent le prix, alors que le gouvernement a interdit ça. Et je vois qu'ici, eux, ils respectent la loi. Si la décision est respectée dans ce dépôt de ciment, c'est dans l'optique de réduire les peines et tracasseries des consommateurs, affirme ce gérant. Depuis que la décision a été prise, nous sommes conformément à la logique. Notre ciment se vend à 3 750 le paquet. Tout la tonne est à 75 000. On doit respecter le prix du gouvernement. Si le gouvernement fixe et qu'on est hors taxe, on risque d'être pénalisé. Ceux qui abusent seront pénalisés et leurs dépôts seront fermés. Un peu plus loin, ailleurs dans ce dépôt, les clients semblent ne pas être satisfaits. La seule raison évoquée, le coût de la tonne qui est au-dessus du prix fixé. 70 000 euros. Et que c'est vraiment wa fille quoi de dormir de dire force de dire et 3550 wa force de il ne s'activement on les besoin de dépôt pour mais les dormir dire à force de ko ouais si ma fille de toi dire 90 000 francs il n'a pas ciment bon donc comment ne force de ko 90 000 francs mais le cas des filles mais 75 000 francs pour le 90 000 francs. Du côté des distributeurs, il leur sera difficile de se conformer aux nouvelles fixations du gouvernement, disent-ils, et pour cause. Nous, on a appris que le gouvernement a dit de vendre le ciment à 75 000. Mais ceux qui nous fournissent doivent d'abord diminuer le prix pour que nous puissions aussi vendre à 75 000 et gagner quelque chose. Nous sommes ici pour vendre. Mais si on nous vend, on prend déjà la marchandise à plus de 75 000, on ne peut jamais le vendre à 75 000. Il y a du ciment ici par exemple, on a pris, ça fait déjà plus de 2 semaines. Mais après la décision du gouvernement, les clients veulent payer le ciment forcément à 75 000. Mais nous, on n'a pas pris ce stock à 75 000. On n'a pas pris ça à moins de 75 000. Il est à noter que le prix de sortie d'usine du ciment n'a pas fait objet d'augmentation. Les distributeurs et producteurs opérant dans ce domaine sont donc invités à se conformer aux nouvelles dispositions en vigueur, sans quoi ils subiront les rigueurs de la loi. Après 5 ans de sensibilisation sur les inconvénients du mariage forcé des enfants au Bénin, les acteurs passent en revue les actions menées. Ceci à travers un forum bilan piloté par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour capitaliser les acquis de cette campagne. Les travaux lancés à Cotonou vont durer 2 jours. Chano Dopéon et Melvin Achabi pour le compte rendu. C'est depuis le 16 juin 2017 que la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants a été lancée au Bénin. 5 ans déjà que les acteurs travaillent à éduquer les parents et autres complices du mariage forcé sur les conséquences du phénomène sur ces enfants et les peines encourues par les auteurs. Après 60 mois sans répit, l'heure est au bilan pour ces participants au forum bilan. Cette campagne avait pour objectif de briser la culture du silence en favorisant la culture de la dénonciation et de la lutte contre l'impunité. L'UNICEF, avec l'appui financier des Pays-Bas, a accompagné le gouvernement et les organisations de la société civile dans la mise en œuvre d'actions stratégiques de renforcement des systèmes de protection de l'enfant, telles que l'opérationnalisation de la ligne d'assistance aux enfants, le renforcement des capacités des jeunes et adolescents et adolescentes pour leur propre autoprotection et une mobilisation communautaire qui s'est soldée par des déclarations des rois en 2019 et des certifications des villages exempts de mariage d'enfants. Près de 5 ans après le lancement de cette campagne, c'est à juste titre qu'un forum bilan soit organisé pour faire le point sur les progrès réalisés et les défis qui restent à relever. Depuis 2017, plusieurs dispositifs juridiques et institutionnels ont été mis en place pour la protection des droits des enfants, en l'occurrence la lutte contre le mariage des enfants au Bénin. Des progrès dont se réjouit la ministre des Affaires sociales et de la microfinance.
Depuis 2016, la protection de l'enfant a été au cœur des actions majeures du gouvernement. Ainsi, on peut noter l'adoption du Code de l'enfant et la prise de certains de ses décrets d'application, l'assainissement des centres d'accueil et de protection des enfants, l'enrôlement systématique des enfants orphelins et vulnérables accueillis dans des centres d'accueil afin de leur permettre d'avoir accès aux services sociaux de base grâce à leur carte Arche. La mise en place de la ligne d'assistance aux enfants, le 138, pour la dénonciation des abus et maltraitances à l'encontre des enfants, la mise en œuvre du programme des cantines scolaires, la distribution gratuite des kits scolaires aux enfants afin de favoriser leur maintien à l'école, le lancement de la campagne Agbazaché pour sensibiliser les enfants sur les comportements à risque et déviants, le retrait des enfants dans les carrières, etc. Même si les efforts sont encourageants, du chemin reste encore à faire par ces défenseurs de la cause des enfants. Le directeur général des affaires sociales en est conscient. En regardant ce qui se passe à travers les réseaux sociaux, où nous avons presque tous les jours une histoire qui vous donne froid dans le dos, je pense que nous avons d'énormes défis et des perspectives pour que du silence, peut-être, en brisant le silence, nous allions à un vacarme. Et qu'en allant de simple impunité, nous donnions définitivement un holà à ceux qui continuent de mépriser la dignité de l'enfant et de compromettre notre avenir commun. Véronique Toyin-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, a alors exhorté les participants à ce forum à approfondir les réflexions sur les défis qui restent à relever et les mécanismes de coordination multisectorielle en vue d'établir les nouvelles lignes de conduite plus efficaces. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé Live, notre chaîne YouTube, ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, ETélé Bénin tout simplement. ETélé avec vous, pour vous.